déjà, je remercie tout le monde d'être là, de m'avoir invité. Comme les 2 ou 3 précédentes personnes, je dois vous avouer que le jeu de rôle n'est pas du tout ma spécialité. Moi, c'est plus les systèmes de domination et les dynamiques d'émancipation dans la littérature contemporaine. Mais il y a quelque chose qui me fait dire qu'on va le sentir dans mon intervention. Il y a un truc, vu déjà le titre. Donc, alors, Kult est un jeu d'horreur d'origine suédoise, dont la première édition date de 93. En France, il n'était pas passé inaperçu et avait souffert d'une réputation sulfureuse. En effet, les rédacteurs de Kult, désirant proposer un jeu dit adulte, avaient écrit des règles, entre autres concernant les effets des drogues et la sexualité. Au fait, on n'a pas de carte X ici, donc je vais peut-être parler de sujets qui vont faire un peu grincer les dents. Donc, bon, je préfère prévenir. Alors, la réputation et les années sont passées, la plupart des rôlistes ont oublié la critique négative de Cassius Belli de l'époque, et une nouvelle édition, la 4e en Suède, la 3e en France, a paru en 2021. Il reste donc un jeu de rôle d'horreur très inspiré du romancier Clive Barker, l'auteur de, entre autres, Hellraiser et les Livres de sang, où les joueurs sont à la recherche de leur origine divine dans un monde prison, le nôtre, avec quelques sectes et démons en plus, édifié par une divinité, le démiurge, et c'est suivant. Spire semble n'avoir au premier abord aucun rapport. Sorti lui aussi en 2021 et originaire des Royaumes-Unis, il propose de jouer des révolutionnaires elfes noirs, ou drow, voulant se libérer du joug d'un totalitarisme aux elfes ou à Elfir, dans une cité verticale, donc la Spire, le tout dans une ambiance teintée de fantasy et de steampunk. Ici, aucun scandale, les critiques sont souvent positives, le jeu pourrait être lui aussi qualifié d'adulte, mais pour ces thèmes politiques et non grâce ou à cause de règles sur l'extase ou d'une esthétique barkerienne. Toutefois, ils sont tous les deux régis par un système dérivé du système Apocalypse. Précisons-le tout de suite, nous n'avons pas l'ambition d'en faire son historique, d'autant plus que de nombreuses vidéos sur YouTube ont déjà traité ce sujet. Selon nous, et pour le résumer simplement, le système Apocalypse facilite les scénarios, voire les campagnes, avec un système de narration partagée, et l'improvisation. Notre problème sera tout autre, et proche d'un raisonnement qu'Olivier Caïra développe ainsi. Hop. Les règles ont un rôle paradoxal, elles doivent simuler de manière fidèle un univers de fiction. Or, la fidélité d'une simulation se juge d'ordinaire à l'aune de données documentaires qui, en l'espèce, n'existent pas. De ce paradoxe découle un point essentiel pour la compréhension des jeux de rôle. Les règles créent l'univers autant qu'elles le reflètent. Nous nous demanderons en quoi le système Apocalypse est un reflet des univers de Spire et de Kult, d'autant plus que ces règles ne sont pas celles de ce dernier à l'origine. C'est un système extrêmement lourd. Cependant, au fur et à mesure de notre réflexion, nous nous sommes demandé si le raisonnement que nous développions n'était pas applicable à tout système de narration partagée et s'il était possible d'en importer certains éléments dans d'autres jeux, entre autres Vampire la Mascarade. Pour ces raisons, nous nous forcerons à utiliser le moins possible de termes techniques propres au système Apocalypse. Je répète, je le dis, je déteste les illustrations faites par IA, sauf quand elles sont faites par moi. Donc voilà. Alors, imaginons un maître de jeu consciencieux. Il travaille tous les détails concernant ces personnages non-joueurs, en fait de véritables personnages de romans, et leur imagine tout un passé expliquant leurs motivations. On en a tous connu, et peut-être moi-même j'en suis un. Maintenant, mettons-le à une table de Spire, influencé par le monde qui l'entoure, ainsi que par ses événements politiques. Il imagine un antagoniste haut elfe militaire, d'un âge plus que vénérable, et borgne. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, il lui donne une personnalité et un passé. Ici, le haut elfe est profondément raciste, autoritariste et violent. Il a combattu lors d'une guerre dans les terres du Sud, alors qu'une colonie haut elfe essayait de devenir indépendante. Il y a perdu l'un de ses 2 yeux. Vous devinez de qui je m'inspire. Tous ces détails, le maître de jeu est convaincu de pouvoir les donner et à sa communauté joueuse au fur et à mesure de la campagne. D'après lui, ils lui permettent de situer son personnage, d'expliquer ses motivations et accessoirement de le faire détester par ses joueurs. Mais alors qu'il le décrit pour la première fois, ce maître de jeu a le malheur de le faire plus ou moins s'intéresser à un vol de corps vidé, ce qui lui semble assez anodin dans l'univers de Spire. Maintenant,
Imaginons un joueur tout aussi consciencieux. Là aussi, c'est moi. Il a toujours écrit 8 pages d'histoire à tous les personnages qu'il a joués. Ces derniers ont tous fait le tour du monde, connaissent à peu près tout le monde et ont participé à tous les événements marquants, que ce soit à Innsmouth dans les années 1920 ou à Seattle en 2060. Cependant, contrairement au maître de jeu vu précédemment, il se désintéresse totalement du contexte de son époque. Les vieux militaires borgnes ne lui évoquent strictement rien. Cependant, il est passionné de mythologie scandinave. Pauvre garçon. Mettons nos deux personnages face à face. Alors que le joueur entend pour la première fois la description du elfe fait par le maître du jeu, un vieux militaire borgne jouant avec des corbeaux, son attention est tout particulièrement captée par l'âge du personnage et le fait qu'il soit borgne. Le joueur sait que les hauts elfes viennent du nord, des terres glacées, et le maître de jeu parle de corbeaux. Pour le joueur, c'est évident, le haut elfe dont il est question ressemble ici à Odin, une divinité viking accompagnée de corbeaux. Normalement, dans le cadre d'une partie de jeu de rôle lambda, ce n'est pas grave. Tous les membres de la communauté joueuse et le maître de jeu ont souvent leur propre idée du physique des personnages. Cela ne changera pas grand-chose à l'intrigue. Il y a une histoire commune, mais chacun en a sa représentation. Ici, dans le système de règles qui nous intéresse, il est de bon ton, entre autres pour inclure le personnage dans l'univers de la fiction, et qu'il ne soit pas une sorte de pièce rapportée, que le maître de jeu se pose des questions au joueur, à propos de sujets qui concernent directement le personnage et ont souvent un rapport avec la perception du personnage d'un événement. Par exemple, dans Cult, tu viens de voir ton collègue de bureau se faire dépecer par ton double. Tu as bien raté ton jet de stabilité, ce qui signifie que le personnage n'a pas supporté cette vision. Comment réagis-tu? La réponse pourrait être « je m'effondre par terre, pris de spasmes en riant ». Ça m'arrive souvent. Ou encore, là aussi dans Cult, la personne en face de toi, tu l'as déjà croisée, tu peux me dire où, ce à quoi n'importe quel joueur de ce jeu normalement constitué répondrait dans la backroom d'un vieux club sordide. Le maître de jeu note ses réponses et en fera des motifs de l'intrigue. Ainsi, le joueur aura co-construit avec le maître de jeu l'univers du jeu. Évidemment, un autre joueur peut reprendre ses inventions et lui apporter sa touche personnelle. Par exemple, à propos du vieux club sordide, l'un des joueurs pourra dire que c'est à cet endroit qu'il achète son héroïne. On est dans Cult. Le monde est donc en constante expansion et devient une construction collective. Arrêtons avec nos sémis en exemple tirés de Cult et revenons à notre table de Spire. Après un jet de dés réussi du joueur amateur de Viking, afin que son personnage puisse voir quels détails sortent de l'ordinaire dans la scène, le maître de jeu lui parle du borgne et lui demande où il aurait pu le rencontrer. Or, le personnage du joueur a été l'esclave d'un militaire haut elfe et c'est d'ailleurs pour cela que le maître de jeu lui pose cette question. Le joueur répond, avec son passé, son Odin et son envahissante imagination en tête. C'était pendant une cérémonie d'un ordre secret où je devais porter les armes de mon maître. C'était son rite d'initiation, il devait s'arracher un œil, comme Odin, et le jeter dans un puits pour jurer allégeance. Et c'est là que j'ai croisé le type que je suis en train de voir. Lui aussi s'est arraché un œil ce jour-là. Le maître de jeu, avec sa question innocente, vient de voir son personnage de militaire voler en éclats. Tout le passé du haut elfe et tout ce qui faisait de lui l'antagoniste parfait viennent de disparaître. L'intrigue qu'il avait préparée vient d'en être altérée. Le pire, c'est que tout est de sa faute. Le joueur n'aurait jamais pensé à Odin si le maître de jeu n'avait pas parlé de ses corbeaux plus qu'anecdotiques. Ce dernier a alors le choix entre la négation de ce qui a été dit et son intégration. Or, il nous semble qu'un jeu à narration partagée, voire un jeu de rôle en général, implique que le maître de jeu accepte le plus souvent possible les propositions de la communauté joueuse. S'inscrit alors ici une obligation tacite pour tous et toutes. Les individus autour de la table deviennent des acteurs actifs de l'histoire et sont obligés de se reconnaître mutuellement comme tels. Le rôle du maître de jeu s'estompe et les rôles sociaux hiérarchisés en font donc de même. Le système suppose donc une certaine horizontalité. De plus, le maître de jeu est obligé de faire avec les différentes subjectivités des joueurs. Comme nous l'avons déjà dit dans un autre jeu, les représentations des différents personnages peuvent varier selon les joueurs, mais l'intrigue restera la même. Ici, toutes les subjectivités sont prises en compte et ont une répercussion directe sur l'intrigue qui en devient de fait imprévisible, forçant chacun à s'adapter continuellement à autrui. En somme, un groupe d'égaux se crée autour de la table. Les personnages de Spire sont toujours sous le joug des hauts elfes et ceux et celles de Cult sont toujours manipulés par des puissances qui leur sont supérieures. Mais autour de la table se forment déjà de nouvelles formes de relations sociales qui ne sont pas forcément celles existantes dans d'autres jeux, ni celles qui existent dans la vie de tous les jours.
Remarquons cependant que les elfes noirs de Spire suivent plus ou moins l'un des présupposés de cette forme de société. En effet, pour eux, la vérité est une idée fragmentaire et relative qu'il est impossible de définir selon des critères universels. On doit la remplacer par une toile de point de vue conflictuel qu'un draw vertueux, c'est-à-dire vous, peut maintenir en état sans aucun effort. Il y a donc plusieurs points de vue pour un événement donné, plusieurs vérités pour un seul réel. C'est donc cette souplesse d'esprit qui, en plus d'être demandée aux draws vertueux, doit être adoptée par ceux et celles qui veulent jouer avec des systèmes de narration partagés. Les relations à l'altérité sont l'une des thématiques majeures de Spire et de Cult, même si cela peut paraître peu évident pour ce dernier. Pourtant, il suffit de regarder les traitements réservés aux âmes des êtres humains après leur mort, que ce soit par les archontes, des incarnations de principes soi-disant vertueux, ou les anges de la mort, leurs ennemis, et donc des incarnations des principes contraires. Pour les premiers, il est écrit: dans les citadelles, les archontes gardent leur nom, les âmes dans d'innombrables chambres noires. Là, dans des ténèbres parfaites, nous retrouvons la forme physique que nous avions de notre vivant. Nous n'avons pas besoin de boire, de manger ou de dormir, ni même de respirer. Nous sommes seuls avec nous-mêmes, libres de toute souffrance, mais sans aucune interaction avec l'univers. Cette solitude oppressive nous suffoque, elle dévore chaque son, chaque sens. Elle est sereine et terrifiante à la fois. Ce traitement mène à la perte des souvenirs, puis une fois que la mémoire est totalement oblitérée, l'âme va se réincarner dans l'équivalent de notre monde. Dans le passage cité, la communauté lectrice constate que la personne est totalement isolée, sans aucune interaction avec l'extérieur, elle ne rencontre personne, ne voit rien, n'ingère rien, et ce traitement efface ses anciennes interactions avec le monde. Or, pour reprendre l'exemple de notre joueur de Spire, le joueur a donné une dimension odinesque au elfe, c'est peut-être parce qu'il a, si le joueur a donné une dimension odinesque au elfe, c'est peut-être parce qu'il a un jour été en interaction avec un livre consacré à la mythologie scandinave. Nous avons affirmé que la production de l'univers de jeu était l'expression de la subjectivité de chacun. La lecture du livre de mythologie étant une expérience passée, nous constatons que la subjectivité est construite par nos interactions avec le monde. Dans Cult, la privation de relation avec le monde supprime les expériences passées et donc la subjectivité. En somme, une personne subissant le traitement des archontes serait incapable de jouer au jeu dont il est question dans notre raisonnement. Voyons maintenant ce qui se passe chez les anges de la mort pour les âmes des pécheurs. Les âmes sont conduites dans des citadelles des anges de la mort ou dans l'un des nombreux purgatoires. Chacune d'elles est prise dans le principe qu'elle a suivi toute sa vie ou bien déchirée et distribuée entre plusieurs puissances supérieures. Ensuite, leurs pensées, leurs sensations, leurs désirs et leurs savoirs en sont extraits par la torture et l'humiliation. Cette force spirituelle nourrit les créatures de l'inferno. Astaroth saisit nos âmes dans ses mains en coupe et elles en dégoulinent comme un vin sacrificiel dont il se repaît. L'auteur se fait plaisir. Il laisse ses anges de la mort partager sa gloutonnerie et les aide à étendre leur influence. Puis, lorsque l'âme n'a plus aucun intérêt, elle suit une sorte de pèlerinage et se réincarne là aussi dans l'équivalent de notre monde. Cet enfer suit le schéma classique de l'enfer dantesque. L'on est puni par où l'on a péché. Les sévices sont donc représentatifs des types de fautes que l'on a commises. Là encore, les subjectivités sont détruites, de même que tout ce qui les construit, pensées, sensations, désirs et savoir. Cependant, alors que chez les archontes, l'isolement total du monde était la méthode suivie pour atteindre ce but, ici, il y a contact avec l'autre. Le démon, l'autre, détruit la subjectivité d'autrui pour son propre plaisir. L'âme pécheresse en aurait donc fait de même. Il semble que nous pouvons élargir cette représentation dans des cas de possession qui existent dans Cult ou Spire, que ce soit par des démons ou des fantômes. La créature, au mieux, chasse temporairement ou au pire détruit définitivement une subjectivité afin d'en prendre son corps, et cela pour effectuer une tâche. Le corps pour l'entité devient donc un vaisseau et donc un simple objet. Or, cette idée est l'une des thématiques principales de Spire. C'est bon. Que se passe-t-il quand vous cessez de considérer les gens comme des individus à part entière et que vous les assimilez à des objets? Pour les Aelfir, les autres races ne sont au mieux que des animaux, c'est pourquoi ce sont les méchants de l'histoire. Mais qu'en est-il des attaches des personnages? Les joueurs sont-ils prêts à les sacrifier pour aller de l'avant? Ou oublieront-ils qu'ils sont censés de sauver des vies, aveuglés par leur sens du devoir? Là encore, il y a manipulation ainsi que réification de la personne pour des buts égotiques que l'on les considère nobles ou non. La subjectivité d'autrui n'est donc pas prise en compte.
Il semble toutefois qu'il y a une troisième voie que l'on n'a pas encore mentionnée. Pour l'illustrer, prenons des situations qui ont toute leur place dans l'univers de Cult. Et ouais, une définition de la chasteté serait l'éloignement vis-à-vis de tout potentiel objet de désir. Nous sommes alors chez les archontes, son contraire serait la luxure. Influencé par la lecture de Sade, considérons-la comme volonté de prendre tout potentiel objet de désir pour satisfaire son propre plaisir égoïste, sans aucune considération pour autrui. Nous sommes alors chez les anges de la mort. Néanmoins, à aucun moment nous avons fait mention d'un don de soi pour la satisfaction d'autrui. Cette personne ne terminerait ni chez les archontes, ni chez les anges de la mort. Deux personnes suivant cette même logique seraient donc dans le cadre d'une pratique de don et de contre-don de soi et par là même de subjectivité. Décontextualisons ce schéma et constatons que nous le retrouvons ailleurs, autour de la table de jeu. En effet, chacun donne de soi et y apporte sa subjectivité pour la satisfaction de tous et toutes. De plus, le plaisir est double. Non seulement il réside dans le fait de profiter du don d'autrui, mais aussi dans le plaisir de donner. Ici, évidemment, l'intérêt est essentiellement ludique, mais imaginons un groupe où chacun apporterait du sien pour accomplir un but collectif qui sortirait du cadre de la pure distraction. Il nous semble que c'est l'une des définitions que l'on pourrait donner au terme de solidarité, l'un des thèmes, là encore, majeurs de Spire, ainsi que de nombreux ouvrages consacrés aux révolutions. Nous laissons ici chacun et chacune réfléchir à notre théorie et se demander si elle fonctionne dans un cadre de sexualité de groupe. L'unique conclusion raisonnable que nous pouvons apporter pour le moment, c'est que pour jouer à Spire et à Cult, il ne faut être ni chaste, ni luxurieux. Messieurs, dames, voilà. Alors, l'un des moyens pour les personnages de gagner en expérience et de progresser dans Spire est de provoquer un changement. Il peut être local et positif, par exemple organiser une soupe populaire dans le quartier d'origine d'un personnage, ou global et négatif, par exemple être l'origine d'une loi martiale à Elfir concernant toute la ville. Or, comme nous l'avons déjà vu, cette idée de changement, de mutation permanente est inhérente à un système de narration partagé. En effet, l'intrigue n'est jamais prédéfinie et sa fin est globalement imprévisible. Par la prise en compte de chacune des subjectivités autour de la table et par la logique de don et de contre-don qui les fédère, aucune stagnation ni aucune fixité ne peuvent s'imposer. Des esprits chagrins, joueurs de Warhammer, parleraient de chaos. Nous préférons les termes plus sympathiques de système dynamique. Là encore, l'univers de Culte peut nous aider à comprendre notre idée. L'ordre total serait du côté des archontes et le chaos plutôt du côté des anges de la mort. Or, ces derniers peuvent évidemment créer des alliances entre eux, là encore pour leur satisfaction personnelle, mais la communauté joueuse peut aussi les imaginer se battre entre eux continuellement pour imposer leur propre ordre. C'est ce que nous appelons chaos. Dans un autre registre, imaginons une table de jeu où chacun et chacune simultanément se considérerait comme maître de jeu et verrait les autres individus comme simples joueurs. Il nous semble que là aussi nous avons une bonne représentation du chaos ainsi que celle d'un enfer holistique. Ça m'est déjà arrivé, c'était vraiment très désagréable. Or, selon nous, ce qui se passe autour d'une table de Spire ou de Culte n'est ni l'ordre total, ni le chaos total, mais bien un système dynamique qui emprunterait peut-être un peu aux deux et par là même serait donc un entre-deux. Évidemment, tout change, tout est en constante mutation et rien n'est prévisible. Cependant, le système est suffisamment ordonné pour pouvoir apporter du plaisir à chacun. Une fois cette idée de changement ou de son absence remarquée, nous la retrouvons partout, que ce soit dans Cult ou dans Spire. Ainsi, dans Spire, une opération chirurgicale permet de figer les changements dans l'organisme afin de devenir immortel. Une démarche qui prive cependant son sujet de ses émotions et donc des manifestations de sa subjectivité. Toujours dans Spire, certains Aelfir vouent un culte dans un temple bâti dans une glace éternelle qui ne font donc jamais. À l'opposé de cette idée, au cœur de la cité de Spire, se trouve un endroit dangereux où tout n'est que changement permanent et où les lois de la physique sont constamment transgressées. Dans Cult, outre cette dichotomie ordre et chaos, la cité de Métropolis est sortie du temps, concentrant les architectures passées, présentes et à venir. Or, le changement ne pouvant se faire que dans une durée et étant donc inscrit dans le temps, Métropolis ne peut pas, par sa nature même, changer. Enfin, pour terminer, toujours dans Cult, la nature des humains, et donc des personnages des joueurs et des joueuses, est elle-même changeante. Il est écrit à ce propos: lorsque nous étions des dieux, nos corps étaient les outils de notre âme. Nous étions forts, beaux et changeants. Nous pouvions nous transformer, nous pouvions être une femme et le lendemain un homme. Nous pouvions être les deux ou aucun ou quelque chose d'entièrement différent.
Par notre volonté, nous pouvions manipuler nos hormones et retisser notre ADN, faire grandir ou rétrécir nos extrémités, faire bouger nos muscles et nos articulations et prendre toute forme que nous désirions. En somme, dans Cult, l'idée d'essence naturelle permanente n'existe pas. Les corps ne sont que des représentations de subjectivité, celles d'hommes, de femmes, d'entre les deux, de ni l'un ni l'autre, etc., etc. Si les humains pensent le contraire, c'est parce qu'ils sont enfermés par et dans des principes et accessoirement des normes. Hop. Là, j'ai pensé à un type que j'ai rencontré, dont j'ai vu une vidéo sur YouTube qui disait que le PBTA, le système Apocalypse, c'était un truc de wok. Donc voilà, j'espère qu'il n'est pas dans la salle, ou alors il doit être mort d'apoplexie, ce pauvre garçon. Donc, comble du wokisme, diraient certains. Oui, évidemment, mais ce n'est que le sommet de l'iceberg. Tout ce que nous avons analysé ici, le système même utilisé par ces deux jeux, est structurellement construit autour de cette pseudo-catégorie d'idées. Que ce soit la compréhension de la subjectivité d'autrui, le rapport de solidarité avec ce dernier et la nature dynamique de chaque chose, y compris de l'être humain, tout nous ramène toujours à elle. Évidemment, nous trouvons que les termes idéokistes sont assez peu précis. Nous préférons parler de concepts d'émancipation individuelle et collective. Ça claque un peu plus. Mais en effet, si l'on devait retirer toute la fantaisie de Spire et l'horreur de Cult, il resterait encore ce noyau. Doit-on pour autant, pour ceux et celles qui partagent ces idées, adapter ce système à tout? Il ne nous semble pas. Selon nous, dissocier l'univers des règles est une mauvaise idée. Or, peut-on imaginer un jeu comme Paranoia où même les joueurs luttent entre eux avec un tel système? Nous ne le croyons pas. Nous apprécions pourtant ce jeu. Maintenant, il est temps de répondre à une question que certains se posent depuis les années 90. Jouer à Cult rend-il pervers et sataniste? En effet, l'expérience de la pratique du jeu de rôle a toujours, salut Clément, comme toutes les expériences, un impact sur la subjectivité de chacun. Nous sommes au grand regret de répondre non. Cependant, ayant en tête toute notre analyse, nous sommes forcés de reconnaître que, tout comme Spire, et ce pour les mêmes raisons, il n'est quand même pas très innocent. Sur ce, je vous remercie. Bonjour, merci. De ce que je me souviens de Spire, c'est un système qui est assez fataliste quand même. En fait, je crois que les personnages ils finissent souvent mal et il n'y a pas vraiment de changement positif durable. En fait, il est écrit que l'ennemi est toujours plus fort. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça sur est-ce que c'est vraiment une rhétorique qui est portée par le jeu ou est-ce que il y a toujours moyen de changement. En fait, toute la dynamique est concentrée sur le changement et finalement. Excusez-moi. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce jeu, c'est qu'on a l'impression que tout changement est positif. Et finalement, si je commence à parler de Tao, ça devient un peu chaud quand même. Tout changement est positif, donc tout elfe noir est donc en train d'avoir une répercussion sur son univers, son entourage, et quoi qu'il se passe, cette répercussion aura de toute façon des changements imprévus qui seront peut-être potentiellement positifs, négatifs, on ne sait pas. Mais d'une certaine manière, étant donné que tout coule et que tout est imprévisible, on ne sait définitivement pas ce qui peut arriver à la fin. J'imagine presque que la cité de Spire étant un truc qui enferme les elfes noirs et les hauts elfes, d'une certaine manière, si ça se trouve, la fin d'une campagne peut être l'éclatement total de la citadelle, hein, enfin de la cité-État. Donc oui, il y a quelque chose de stressant, les règles de stress font que c'est un système extrêmement fatal pour les personnages. Mais à mon avis, il y a toujours quelque chose qui fait penser qu'il peut y avoir un espoir, ne serait-ce que par le système de solidarité, où en gros, quand il y a quelqu'un qui meurt, eh ben, c'est comme dans la vraie vie, il y a ses amis, ses descendants, ses disciples, appelez-la ou appelez-les comme vous voulez, qui vont reprendre la flamme, qui vont reprendre la cause, quoi, et c'est reparti pour un tour.
Oui, ici. Merci beaucoup pour ce sujet qui m'intéressait largement. Et je vais reprendre justement un peu Spire, qui est un jeu que j'ai personnellement pratiqué, pas mal pensé, avec peut-être une question double. D'abord, ça a pas mal été insisté, le lien avec le système Apocalypse, donc tout ça, les PBTA, propulsés. Et je voudrais savoir un petit peu ce que vous voulez dire par là. Est-ce que c'est principalement des choses, comme on a vu, les questions à poser aux joueuses, et surtout peut-être le changement qui vient du système de résolution à 3 niveaux avec le oui mais, qui est omniprésent et qui du coup fait avancer le drame. Mais est-ce que c'est que ça? Parce que là, ça a longtemps été le lien entre ce système a peut-être un fondement assez évolutionnaire, révolutionnaire, je ne sais pas. Et justement, pour moi, Spire, de beaucoup de retours que j'ai, là, je suis souvent sur le forum designer, il y a une intention qui est spécifiée très clairement sur les 2 premières pages, qui est absolument fantastique, qui est aussi effectivement un peu nihiliste. On pourrait discuter, mais par contre, dans le jeu, est-ce que ça se retrouve? Qu'est-ce qui a été codé dans ce jeu, pour reprendre les termes qui ont été énoncés hier? Parce que finalement, quoi dans les règles donne ce contexte, si ce n'est le setting et un petit peu l'esthétique qui code des choses, mais voilà, moi c'est quelque chose que j'ai vu souvent tourner dans les retours finalement, on ne sait pas trop où il se place entre de l'aventure et vraiment de la description des oppressions, peut-être un discours, je ne sais pas, systémique ou social. Voilà, c'est vous, dans votre observation, dans votre analyse, où est-ce qu'il se trouve sur ce spectre? Je pense, enfin, c'est assez... Il y a dans... Le fait que tout le système Apocalypse, à mon avis, après, je répète, il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de jouer à un jeu de rôle, et ni même à un seul jeu de rôle ou un seul univers, mais je pense que, pour le coup, dans ce système d'évolution, j'ai commencé à faire du name dropping, faites gaffe, dans ce système d'évolution, de changement, de déconstruction de systèmes autoritaires par la base, il y a quelque chose dont on n'est pas totalement au courant en France ou peut-être même en Occident. Les révolutions par la base avec des êtres du commun sont en fait même si le jeu est anglais, sont assez inhérents à certaines formes de révolution mexicaines, par exemple. Les zapatistes s'inspirent de ça et finalement font des espèces de contre-pouvoirs mouvants, etc., pour essayer de saturer l'État principal majoritaire. On n'est pas dans une représentation... à mon avis, dans Spire, même avec ces règles-là, on n'est pas dans une représentation entre guillemets dite bolchevique, où le but du jeu serait de prendre l'État. C'est pour ça, je trouve que le fait qu'il y ait... je vais arriver à faire une phrase. Que le changement donne des points d'expérience, le changement de base donne du point d'expérience, est assez représentatif de ce truc. En plus, et là pour le coup c'est l'univers diégétique, mais les mots utilisés par les Draws sont du créole. Et pour le coup, ayant parmi mes hobbies comme la mythologie scandinave ou les révolutions des Caraïbes, Haïti et compagnie, enfin il y a quelque chose encore de cet ordre-là. Ce sont des révolutions et d'une certaine manière une espèce de, entre guillemets, le mot est moche, mais d'exotisme qui fait que peut-être que le joueur français est assez perplexe face à ces dynamiques d'émancipation et de révolution, je pense. Est-ce que j'ai été clair ou pas du tout, comme je crois? Bon. Et est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est le plus important. Bon. Ok, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.